Ne pas avoir la légitimité, ne pas être reconnu en tant qu'enfant, ça n'a pas de prix. On peut vous donner tout l'argent que vous voulez, à partir du moment où vous n'êtes pas reconnu, où il y a un secret de filiation, il n'y a rien qui peut, je dirais, compenser cette absence de reconnaissance. Bien, donc bienvenue à toutes et à tous. Nous allons effectivement rentrer dans deux mondes distincts, à la fois le monde de Hergé et le monde de la psychogénéalogie, et vous allez voir que finalement les deux fonctionnent ensemble, puisqu'il y a des travaux qui ont été faits il y a quelques années pour comprendre que finalement derrière les personnages de Tintin, eh bien, il y a une histoire en souterrain que la plupart des tintinophiles ne savaient pas, mais vous allez le découvrir. Donc aujourd'hui c'est quand même particulier parce que le 3 mars 1983, Hergé mourait. Et donc, c'est les 40 ans d'anniversaire de son décès. Donc, c'est quand même intéressant que le 30 mars 2023, je sois amenée à faire cette conférence. Et comme disait maman, c'est vrai qu'elle est là en réserve depuis pas mal de temps. Et elle a été donc acceptée en Suisse. Et ça, c'est génial. Alors, comme le disait donc maman, déjà dans la Bible, on commençait à nous prévenir que ce qui s'est passé en amont, c'est-à-dire le vécu de nos ancêtres, aussi bien les parents, les grands-parents, mais les arrière-grands-parents, et on sait qu'en psychogénéalogie, on peut remonter même jusqu'à la 7e génération, mais déjà, quand on travaille, on voit sur les 3-4 générations les informations et les résultats, les répercussions que cela a sur quelqu'un. Donc, la Bible nous a dit, vous payerez la faute de vos ancêtres. Parfait, très bien, on va voir comment, à travers Tintin, ça fonctionne. La conférence va se faire en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter quand même Hergé, même si vous le connaissez un peu, mais vous allez comprendre qui il est et pourquoi il était comme ça, comment son œuvre est née, à partir de quoi elle est née, et quel était bien sûr le secret de famille qui a amené Hergé à écrire Tintin pendant quand même plus de 29 ans. Ensuite, eh bien là, nous allons vraiment faire le parallèle. Vous allez redécouvrir les personnages principaux, c'est-à-dire Tintin, Milou, les Dupont, la Castafiore, Haddock et Tournesol. Je ne verrai pas les autres, sinon nous sommes là encore demain matin. Et enfin, très rapidement, j'expliquerai d'où vient la psychogénéalogie, c'est-à-dire qui est un peu la personne qui a introduit la psychogénéalogie en France en 1982. Alors, Georges Rémy est né le 22 mai 1907 en Belgique, donc il était belge. C'était un enfant difficile, c'était un enfant compliqué, et la seule manière de le faire tenir tranquille, c'était de lui mettre un crayon entre les mains. Et là, à ce moment-là, il se calmait. Mais c'est vrai que c'était un enfant agité. À partir de 1924, il va commencer à signer ses premières œuvres avec Hergé, qui sont donc les initiales de Georges Rémy. Et là déjà, le jour où il a choisi de s'appeler Hergé, il a mis de côté le nom de famille qui est Rémy. On comprendra tout à l'heure pourquoi. Et au bout d'un moment, il a décidé de s'appeler Hergé, écrit comme ça. Mais dans ce choix, vous allez voir que ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose sur le plan familial qui l'a amené à vouloir refuser le nom de famille Rémy. Alors, il faut savoir qu'il n'a jamais eu d'enfant. Il a eu 2 épouses. Il n'a pas d'héritier. Donc, son seul héritier, ça a été Tintin. Ces personnages, vous allez le voir, reflètent des aspects de lui, surtout Tintin, Haddock et d'autres personnages qui vont être ceux de sa famille. À partir de 1929, il va faire ses premiers pas dans un journal qui s'appelle Le Petit 20e. Il va commencer à faire d'une manière hebdomadaire des planches. Et la première planche
il va faire partir Tintin chez les soviets. Et là, il va recevoir une étiquette de, finalement, orienté politique. Ce qui n'était peut-être pas tout à fait son cas, mais en tout cas, il a été très critiqué. Et donc Tintin, dès ce moment-là, a commencé à être reporter, et donc de partir, et on verra, il est parti dans beaucoup de pays. Bien. Dès 1930, il va partir avec Tintin au Congo. Et là, c'est l'abbé Wallet qui lui a proposé de parler du Congo. Vous vous doutez certainement pourquoi. Tout simplement parce que le Congo était une colonie belge. Mais son intérêt à ce moment-là n'était absolument pas de critiquer la politique belge, mais plutôt de faire connaître le côté africain, c'est-à-dire la terre et comment les gens fonctionnent. Il a été vendu à plus de 187 millions d'exemplaires, ce qui est quand même énorme, et traduit en plus de 70 langues. Donc c'est quand même vraiment une BD qui a eu un succès international. Et on peut dire que de 1929 à 1976, il y a eu 24 albums, si on ne compte pas l'album donc chez les soviets, et le dernier qui n'a pas été terminé, qui était Tintin et l'Alfart, voilà, qui n'a jamais été terminé. Très vite, Hergé s'est posé la question, pourquoi est-ce que mon père est taciturne, triste, dépressif? Donc dans son inconscient, il a compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans la famille de son père, mais sans avoir les informations. Et là, à ce moment-là, va commencer tout le processus de la quête pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles son père et son oncle ont été aussi mal, et son père a été mal pratiquement toute sa vie. Et lui aussi, d'ailleurs, il était bien. Il commençait à, je dirais, être vivant uniquement quand il commençait à dessiner des vêtements d'enfants, parce que, donc Alexis, on va faire sa connaissance, a été employé pendant toute sa vie dans une fabrique de vêtements d'enfants. Et là, à ce moment-là, il retrouvait le sourire, il recommençait quelque part à revivre. Alors, je vous ai fait l'arbre généalogique succinct de la famille de Hergé. Georges Prosper Rémy, donc c'est notre Hergé, a un frère, Paul Léon Rémy. Il est le fils de Alexis Rémy et de Élisabeth Dufour. Alexis, donc qui est son père, a un frère jumeau. Et a priori, tout ce que nous allons voir maintenant part de la grand-mère, qui s'appelle Marie de Vigne, qui était une femme servante, donc en Belgique, et a priori a eu 2 enfants d'un père inconnu. Nous allons voir qu'ensuite il va y avoir un mariage blanc. Les jumeaux vont être adoptés en 1893 par Philippe Rémy, mais là encore je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout le secret de la vie d'Alexis et de Léon tourne autour de l'identité. Autrement dit, nous rentrons dans la problématique de la filiation. Qui était ce père? Pourquoi il n'a pas reconnu ses enfants? Tintin n'a pas été publié après la mort de Hergé. Il a accepté que ses autres œuvres, il a fait d'autres BD qui sont beaucoup moins connues, mais il a refusé qu'on poursuive l'édition, et peut-être comme on a fait avec Astérix, à partir de sa mort. Et on peut vraiment dire que, si on regarde les 3, puisque Milou est là, c'était vraiment son enfant, et il n'avait pas du tout envie que finalement, après lui, on continue, parce que l'histoire n'avait plus de raison d'être. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, porteur du secret de famille, il vous a tous pris, sans que vous le sachiez, comme témoin inconscient, mais très attentif, de son histoire familiale douloureuse. Je ne peux pas faire cette conférence sans rendre hommage à Serge Tisseron. Tout simplement parce que tout ce que je vais vous dire ce soir, ce n'est pas moi qui ai fait ces recherches. Quand j'ai commencé à le découvrir, je n'avais pas la capacité en psychogénéalogie pour, je dirais, avoir autant de capacité à décortiquer. Donc c'est Serge Tisseron, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un psychanalyste réputé, qui en 1981
a émis l'hypothèse que derrière l'histoire du reporter, eh bien, il y avait une histoire souterraine qui racontait un secret de famille. Évidemment, il n'a pas eu tout de suite l'information. Il l'a su 3 mois avant la mort de Hergé, où là, il y a eu des interviews belges, et Hergé a reconnu qu'effectivement, il y avait bien un problème de filiation et une reconnaissance qui a posé problème pour Alexis et Léon. Donc, par rapport au passé de la grand-mère Marie de Vigne. Le premier livre, c'est pas celui que je vous conseille, parce qu'il est vraiment, enfin je l'ai acheté pour compléter la conférence, c'est pas celui que je trouve le plus intéressant. Par contre, il y en a d'autres, mais en tout cas déjà dans celui-là, il comprend, il décortique sur le plan psychanalytique les problématiques liées au personnage. Alors, je ne peux pas passer directement aux images de Tintin sans vous parler un petit peu justement de pourquoi on a des informations grâce à la BD. Tout simplement parce que lorsque vous allez voir un psychologue, par exemple votre enfant a un problème, surtout on travaille surtout avec les enfants, on va passer par le biais de l'image. Tout simplement parce que l'image, c'est le vecteur le plus spontané de l'inconscient. Si vous avez, là j'ai donné un exemple, si vous avez un enfant qui vous fait, qui vous dessine un soleil comme ça, vous pouvez être tranquille que le père a une grosse importance dans la vie de l'enfant. S'il vous dessine une maison avec des volets fermés, vous pouvez vous dire que la communication est peut-être compliquée dans la famille ou que, eh bien, il y a des choses qui ne doivent pas sortir à l'extérieur. Donc, les psychologues analysent les dessins d'enfants pour découvrir s'il y a un malaise. Quelles sont les autres façons de voir l'inconscient? Il y a les rêves, il y a les lapsus, il y a les actes manqués. Qu'est-ce qui va être intéressant? Il va être intéressant de comprendre que derrière chaque image, il y a un symbole. Et que finalement, dans les BD, il va y avoir des symboles. Et les symboles, eh bien, les psychologues sont là pour les décrypter. Donc, tous les auteurs, tous les écrivains, quelque part, ou dessinateurs, vont être les premiers spectateurs, finalement, de ce qui se met en image. Et ça va être d'autant plus intéressant que si vous êtes sur une histoire qui est tue, et c'est ce qui se passe avec Hergé, c'est ce qu'on va comprendre, eh bien, ce qui est tu va, à un moment donné, sur le plan de l'inconscient familial, ressortir sous forme d'image. Et là, vous allez mieux comprendre avec tous les personnages à quel point ça a été fabuleux, même si au départ, il ne comprenait pas pourquoi il a mis certains personnages en mouvement. Le père n'a pas reconnu les enfants, donc le déshonneur est tombé sur cette famille. Et ce qu'il faut comprendre quand on parle de psychogénéalogie, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un trauma, il va y avoir honte, il va y avoir, je dirais, souffrance qui ne sera pas symbolisée, c'est-à-dire qui ne sera pas vécue. Cette femme n'a pas pu montrer son désespoir, mais le désespoir, comme on va le voir, va se porter de génération en génération. Elle travaille pour la comtesse de Dusley, qui est donc quelqu'un de riche. Au niveau, je dirais, de sa famille, c'est une famille en vue sur le plan, je dirais, de la Belgique. C'est Marie de Vigne, c'est sa femme de chambre. Et on va très vite se poser la question si son fils n'est pas le père des jumeaux. Et peut-être que Marie va vouloir, tout au long de son existence, dévoiler à ses enfants le nom du père. Mais cette femme va faire, je dirais, une pression sur Marie pour ne pas dévoiler ce secret, parce que vous compreniez bien qu'à partir du moment où cet homme était illustre et peut-être de lignée noble, ça ne faisait pas bien dans le paysage d'avoir des enfants illégitimes avec une bonne. Donc, on va voir que pour pouvoir atteindre cette femme et l'obliger d'une certaine manière à se taire, elle va payer des habits riches aux enfants, aux jumeaux, jusqu'à l'âge de 14 ans, et aussi, elle va payer les études. Et on va voir qu'effectivement, tout ça va se reporter sur les personnages de Tintin.
Alors, là, on est toujours dans le monde de la psychogénéalogie. Il faut en général déjà 3 générations. La première génération, c'est donc Marie de Vigne, qui a, comme je viens de l'expliquer, un secret inavouable. Il y a un trauma, il y a une honte, et comme la honte ne peut pas être nommée, elle ne pouvait pas en parler. Vous vous doutez bien qu'elle n'allait pas aller dire au village, vous savez, mes enfants sont les enfants du comte. Ça va être encrypté. Et quand un secret est encrypté, on dit qu'à ce moment-là, il est indicible. Deuxième génération, Alexis, j'aurais pu mettre Léon également, lui, il va ressentir ce qu'on appelle dans notre jargon un fantôme. Autrement dit, il va percevoir à travers le fonctionnement de sa mère qu'il ne connaît pas son père. Et à un moment donné, la comtesse va obliger Marie de Vigne d'épouser le jardinier qui s'appelle Philippe Rémy. C'est ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire c'est un mariage blanc. Il a reconnu les enfants comme ça, ni vu ni connu, il y a bien un père, mais il ne s'est jamais occupé d'Alexis et de Léon. Et surtout, Marie de Vigne est morte très jeune, elle avait à peu près une quarantaine d'années, 41 ans, et il s'est carapaté. Les jumeaux avaient à peu près 19 ans quand la mère est morte. Résultat, ils n'ont pas connu le vrai père, la mère est morte, et le beau-père a disparu. Lui, il s'est marié 2 autres fois. Donc, Hergé n'a jamais connu son grand-père. Et vous comprenez peut-être maintenant ce que je vous disais au début de la conférence. C'est pour ça qu'il a éjecté le nom de Rémy, parce qu'il n'avait aucune raison de mettre à l'honneur le nom de cet homme qui ne s'est jamais occupé ni des enfants, ni de ses petits-enfants. Donc, le chagrin qui est enquisté de la mère va à ce moment-là devenir innommable. Quand quelque chose est innommable, ça veut dire que les enfants vont poser des questions. Imaginez des enfants, eh bien, il est où, papy? Il n'y a pas de grand-père? Le mari de mamie, c'est qui? Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on va détourner la conversation. On va avoir un non-verbal, le visage va se crisper, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui n'a pas obligatoirement le langage et la capacité d'avoir cette sensibilité, lui, il va décrypter le non-verbal. C'est-à-dire que là, je vous regarde, vous avez du non-verbal, vous n'en êtes peut-être pas conscient. Mais l'enfant, lui, il capte surtout ça. Donc, il va très vite comprendre, c'est-à-dire qu'au niveau d'Alexis et de Léon, ils vont très vite comprendre qu'il ne faut pas parler, qu'il y a des sujets tabous. Donc, s'il y a un sujet tabou, il va y avoir ce qu'on appelle quelque chose de innommable, qui ne pourra pas être dit, vous vous en doutez bien, dans la génération suivante, puisque eux-mêmes, Alexis et Léon, n'ont pas pu en parler. Et quand on arrive à la génération de Georges Rémy, on a de nouveau un fantôme, mais cette fois-ci, il va être dans la somatisation. Alors, somatisation, ça peut prendre des tas de... Ça peut être une maladie, ça peut être des difficultés à gagner sa vie, etc. Mais lui, il a la possibilité de recourir à l'art, à la répétition, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas d'enfant. Donc ça veut dire que dans l'inconscient familial, on voit bien qu'avoir des enfants, c'est dangereux, donc il n'en a pas fait. Et on est sur ce qu'on appelle l'impensée généalogique. Et à ce moment-là, lui, il va pouvoir créer les aventures de Tintin, et c'est ce que nous allons voir maintenant, comment chaque situation de la famille de Marie de Vigne va apparaître au niveau de tous les personnages que vous connaissez. Ça va pour l'instant? Alors, l'œuvre de Tintin, c'est énigmatique, mais c'est vrai que ce sont des personnages qui sont charismatiques. Ce sont des personnages avec une humanité incontestable, et on les aime ou on les aime pas, mais ils sont touchants, et c'est ce que nous allons voir. Alors, Tintin, on ne peut pas ne pas commencer par lui, puisque c'est quand même le premier qui a été créé. Tintin, déjà, c'est son nom. Tintin, se faire Tintin, c'est une expression qui indique qu'on n'aura pas obtenu ce qu'on voulait, alors qu'on attendait quelque chose de précis. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tintin, c'est un prénom, c'est un nom de famille, c'est un sobriquet. Il n'a pas de famille. Est-ce que vous avez vu dans une aventure de Tintin qu'il rendait compte, qu'il prend des nouvelles de sa famille, qu'il en donne? Jamais. C'est un reporter
qui va voyager, qui va s'occuper des autres, mais il écrit pour aucun journal non plus. La seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va décrypter, comme on va le voir, il va sauver des gens, il va, je dirais, décoder des informations, mais c'est tout. Alors, s'il n'y a pas un problème avec la filiation, pourquoi on ne donne pas son vrai nom? Il va être reconnaissable sur le plan physique, avec bien sûr sa houppette, et si vous avez vu tout à l'heure la photo de Hergé et de Tintin, ils avaient un peu le même visage. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tintin, sur le plan graphique, moi je ne dessine pas beaucoup, mais ce n'est pas compliqué, c'est rond, c'est une houppette, des yeux presque inexpressifs, une bouche et un petit nez. Il n'est pas compliqué, Tintin. Tout simplement parce que c'est un personnage, je vais peut-être vous choquer, hein, c'est un personnage lisse. Il n'a pas d'émotion. Il agit, il est intellectuel, il est rusé, il est malin. Il ne vieillit pas, hein, parce qu'entre Tintin au Congo et puis le dernier Tintin, il n'a pas pris une ride. Bon. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est pour cela que les enfants, les adolescents ou les adultes peuvent se projeter en lui parce que chacun y trouve finalement matière à s'y reconnaître. Vous verrez que l'habillement est intéressant parce qu'il est reconnaissable avec quoi? Son imperméable et sa culotte de golfeur. Et ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ça fait penser au crayonnage du père qui dessinait des vêtements pour enfants. Il est courageux. Il porte au secours des faibles, il va voyager dans des tas de pays, il va se mettre en danger, il n'y a pas de souci. Il est intelligent, imaginatif, rusé, en opposition avec des personnages assez caricaturaux, c'est-à-dire la Castafiore, Haddock, etc. C'est quand même des fortes personnalités. Au début, si vous regardez bien, il a peu d'amis. Il y aura surtout dans les premiers Milou. Et il semble vivre dans un monde complètement asexué. Il n'a pas de petite copine. Tintin, il passe la vie avec des aventures, mais il n'a pas d'aventure sentimentale. Et c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, quel est le rôle de Tintin dans la BD? Eh bien, c'est le langage rationnel. C'est-à-dire que, dès le départ, c'est quelqu'un qui va devoir décrypter. Et je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Décrypter, c'est ce que va faire l'enfant quand il va se poser des questions. Qui est papy? Alors on va lui dire une première fois, « Oh mais c'est quelqu'un qui passait par là ». La deuxième fois, on va lui dire, « Non mais on ne va pas te dire qui est ton grand-père parce que tu prendrais la grosse tête ». Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? Ben effectivement, il va commencer à cogiter. Et on le sait, Freud l'a dit le premier, on va s'inventer ce qu'on appelle un roman familial, c'est-à-dire que tous les enfants, à un moment donné, vous ne vous souvenez pas vous, mais vous l'avez fait peut-être, on s'invente des parents de lignée royale. Et c'est certainement ce qu'ont fait Alexis et Léon, à la différence près, c'est qu'eux, c'était vrai. Ils avaient vraiment un géniteur qui était célèbre, et en tout cas riche. Donc, il va déchiffrer, donc dans les cigares du pharaon, il va déchiffrer des mots de passe, il va s'occuper de plaques numérologiques dans l'oreille cassée, dans l'île noire, des agencements de fragments de papier, et enfin, dans Le secret de la licorne, on va revenir parce que c'est une des BD assez importantes, il va faire le rapport entre les mots et les images. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre en mouvement, finalement, la psyché, l'inconscient familial, à travers des images qui vont être répétitives. Donc, notre Tintin, c'est un aspect de Hergé, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il est lisse. Alors, qui c'est qui va venir mettre un peu de mouvement et d'humanité? Eh bien, ça va être Milou. Parce que Milou, lui, c'est tout l'inverse. Milou, lui, il connaît les affres de la tentation. Il va voler un os, il va boire du whisky, il va se poser des questions, il va avoir des émotions. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est sur Tintin au Congo, donc le premier vraiment album, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les deux premières casses, on voit donc Tintin sur le quai de la gare,
en train de dire au revoir à ses amis en disant ben voilà, je pars à l'aventure, je vais au Congo. Et là, dans la case suivante, on voit Milou entouré de plein de chiens de différentes tailles, de différentes grosseurs, et il leur explique, un os à la bouche, eh ben moi j'en ai marre aussi de ma petite vie tranquille, je pars au Congo, je vais visiter, voilà. Là, on voit à ce moment-là que le maître et le chien vont avoir les mêmes émotions, les mêmes gestes, les mêmes fonctionnements, les mêmes pensées. Et la case suivante, on les voit tous les deux à la fenêtre du train. Ils ont presque le même geste, ils disent au revoir à tout le monde. Et là, ils vont avoir les mêmes pensées et les mêmes tristesses. Et là, dans cette BD et la suivante, où il va travailler avec Chang, Hergé va mettre en musique la tristesse. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez comment il met en musique la tristesse. À des moments, Tintin va perdre Milou. Et il va se poser la question, comment il vit le fait que je ne suis plus avec lui ? De notre côté, Milou, de la même manière, se dit « Mais comment Tintin va vivre sans moi ?» Eh bien, là, Tisseron a trouvé, et je trouve que c'est génial, de se dire que finalement, les enfants, Alexis et Léon, se sont posés ces questions-là. Mais notre père géniteur, celui qui ne nous a pas reconnus, comment est-ce qu'il a vécu le fait de ne pas être avec nous, de ne pas nous avoir élevés ? Donc, Tintin qui n'a presque pas d'émotion, c'est à travers finalement la perte ou le risque de perdre Milou qu'il va pouvoir ressentir la tristesse. Donc, on peut vraiment dire que Tintin, les premiers temps, Milou sert de conscience à Tintin parce que c'est vraiment un animal qui pense. Au fur et à mesure de la BD, on verra qu'il aura de moins en moins d'importance, il sera là, mais il va être remplacé par les autres acolytes, c'est-à-dire Haddock, etc. Mais en tout cas, Milou est vraiment important pour montrer justement que dans la vie, on a des émotions, on a des tentations et qu'il faut faire face. Les Dupont. Eh bien, avec ce que je vous ai expliqué, je suis sûre que vous commencez à faire le lien. Tiens, des jumeaux. Assez intéressant quand même. Donc vous vous doutez bien que ça peut être les frères, Alexis et Léon. Alors, les Dupont, c'est très intéressant de les décortiquer, parce que ils se ressemblent. Même dégaine, même costume, même accessoires, le chapeau melon, la canne, même bêtise, même ridicule, qui est poussé à l'extrême. Mais alors, s'ils sont jumeaux, pourquoi ils n'ont pas le même nom ? Pourquoi il y en a un qui s'appelle Dupont avec un T et l'autre Dupont avec un D ? Et le seul signe que l'on reconnaît, est-ce que vous le savez ? Oui, voilà. On voit qu'il y a quand même des gens qui ont lu Tintin. Il faut quand même vraiment le savoir, c'est que Dupont avec un T a la moustache qui se relève et Dupont avec un D a la moustache qui descend. Il faut le savoir quand même. Bon. Mais à côté de ça, voilà, ils sont identiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une reconnaissance sociale comme Tintin. Tintin est reporter, mais il travaille pour aucun journal. Eux, ils sont enquêteurs, mais ils ne résolvent jamais rien. Ils vont passer leur vie à essayer d'aider, mais ils vont passer à côté. Mais ce n'est pas pour rien. Ils passent à côté de la vérité. Vous commencez à comprendre ce qui se joue derrière. Les enfants n'ont jamais pu connaître la vérité puisqu'on ne leur a jamais dit qui était le géniteur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont ridicules quand on les entend parler. Ils confondent sans cesse le mot et la chose symbolisée. Comme un enfant qui n'est pas capable de voir les métaphores. Quand on lui dit être bien bas, eux, ils vont aller chercher dans les souterrains. Quand on dit il a cassé sa pipe, il ne voit pas quelqu'un qui meurt. Il se dit, tiens, le fumeur a cassé son accessoire. Ça, c'est vraiment les Dupont et Dupont. Et c'est intéressant. Parce que, le monde des enfants est à l'image des Dupont. Ils ne sont pas capables, ils sont restés fixés au pied de la lettre. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que quand ils sont dans un pays ou quand ils parlent dans une région, systématiquement, ils vont revêtir le
costume folklorique des habitants en pensant qu'ils ne seront pas vus. Alors qu'évidemment, ils vont attirer toute l'attention sur eux. Je suis sûre que vous avez des images où je crois que nous sommes suivis. Et quand ils se retournent, il y a toute la population qui les suit. Mais ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ça fait penser aux deux jumeaux qui sont d'une condition modeste, et tout le monde certainement devait le savoir, et qui portent des vêtements luxueux. Donc, ils ont obligatoirement été stigmatisés. Comment des enfants qui viennent d'une femme de ménage peuvent porter des vêtements luxueux? Donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on focalisait sur leur apparence physique. Et les Dupont, ils n'ont fait que ça. Enfin, ils s'attachent au sens littéral, donc sans réflexion, et à un moment donné, vous verrez, on va revoir la scène des bijoux, et au lieu de dire vous allez me parler du vol de vos bijoux, Dupont va dire vous allez me parler du vol de vos bougies, c'est-à-dire qu'ils ont inversé. Mais parce qu'ils sont sans arrêt à faire des lapsus, à se tromper, et quand on a un secret de famille, il y a des lapsus, de temps en temps, il va y avoir une phrase qui va apparaître, comme on dit dans notre jargon, il y a le secret qui va sointer, parce qu'on ne peut pas toujours retenir. Et c'est ce qui se passe avec eux, c'est qu'à un moment donné, ils vont se tromper. Bien sûr, très vite, ils vont dire « Ah non, non, non !» Bon. Et ce qui est intéressant, et ça je l'ai lu nulle part, je l'ai compris moi-même en recherchant, c'est la fameuse phrase « Et je dirais même plus », et il redit la même chose. Eh bien, je me suis dit, mais quand on dit ça, mais je dirais même plus, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai l'intention de vous annoncer quelque chose de nouveau. Et là, on dit toujours la même chose. Donc ça veut dire qu'on a tellement été briefé que même si j'ai l'intention de dire quelque chose de nouveau, d'ajouter une information complémentaire, eh bien je me tais ou je répète la même chose. Donc vous voyez que la notion de secret est retenue avec les Dupont et Dupont. Bianca Castafiore. Elle, son nom veut dire blanche chaste, fleur même. C'est la première et grande figure féminine chez Tintin, chez Hergé. Elle fait sa première apparition dans le sceptre d'Ottokar. Dans cette BD, son physique est vraiment celle d'une vieille dame, pas très bien habillée, mais ça va permettre de montrer qu'elle n'est pas de la même génération que Tintin. Bon. Pourtant, c'est une grande dame. C'est une diva qui va voyager dans le monde entier, qui va être reçue par les plus grands. Entendez, par les plus grands. Et à ce moment-là, on a de nouveau cette notion de vêtements. Elle change de vêtements, elle va se costumer, elle aussi, elle va prendre des choses brillantes, jolies, quand elle va chanter le fameux couplet que vous connaissez ? Marguerite. Alors, on va passer un petit peu de temps avec Marguerite, parce que ce n'est pas par hasard qu'il a choisi Marguerite. La Castafiore représente vraiment la clé du secret familial, parce que dans l'inconscient de Hergé, elle va avoir deux rôles. D'abord, Marie de Vigne, puisque Marguerite va tomber amoureuse d'un homme marié avec, je dirais, une caste supérieure à la sienne. Donc, on est vraiment sur la grand-mère d'Hergé. Faust, Marguerite va être amoureuse de Faust sans le savoir, donc dans l'opéra de Gounod. Mais elle va représenter aussi la comtesse qui, elle, est bien parée, est riche et navigue avec les plus grands de ce monde. Ce qui est intéressant, si vous vous souvenez, elle passe son temps à perdre ses bijoux. Et Irma, qui est donc sa camériste et qui est l'anagramme de Marie, va lui dire « Rassurez-vous, ils sont dans le secrétaire ». Et quand on est dans la langue des oiseaux, le secrétaire, c'est le secret terre. Mais, quand elle ne les perd pas, elle pense qu'on lui les a volés. Mais c'est quoi, messieurs, les bijoux de famille ?
c'est les parties génitales de l'homme. Mais en général, on ne parle pas des parties génitales de l'homme tellement quand il est marié, c'est plus quand il y a amant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bijou, le trésor, c'est aussi le petit nom gentil que l'on donne à l'enfant chéri. Donc, on voit qu'à travers ces bijoux de famille, il y a vraiment quelque chose qui se joue autour de la maternité, parce que dans Faust, elle va tuer son enfant, ce qui ne sera pas le cas de Marie. Mais il va y avoir un deuxième air qui va être chanté dans les aventures de Tintin, c'est par rapport à la pie. Et à un moment donné, dans les bijoux de la Castafiore, on lui a vraiment volé ses bijoux. Et Tintin va découvrir que finalement, les bijoux ont été volés par qui? Par une pie. Et la pie, elle amène le bijou où? Dans le nid. Et le nid, ça représente quoi? Ça représente la famille. Bon. Et là, il y a tout un laïus avec justement les Dupont, parce que soit c'est un vol, soit c'est un viol. Est-ce que l'amour était consenti? Est-ce que l'amour était obligé? Les enfants ont pu se poser la question. Est-ce que c'était vraiment de l'amour ou est-ce qu'elle a été violée? Que ce soit la Marguerite ou que ce soit Marie. Donc, consentante ou abusée, ça fera partie des questions que les enfants ont dû se poser. Dans Faust, donc, encore une fois, Marguerite tombe amoureuse, alors qu'elle est issue d'un milieu modeste, de Faust déguisé donc en riche prince, et ils vont avoir une relation sexuelle ensemble. Et il a choisi l'air de « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir ». Pourquoi? Parce que c'est le seul air gai de toute la pièce. Mais imaginez cette femme qui va se parer pour aller voir son amant. À ce moment-là, elle veut se faire belle. Elle veut vraiment réussir à amener cet homme dans son lit. Donc, quand elle est en train de chanter et de se préparer, elle est heureuse. Bien évidemment, ensuite, elle va déchanter. C'est le cas de le dire. Donc, Marguerite est séduite, Marguerite va être enceinte, Marguerite va être abandonnée, vous l'avez compris maintenant, exactement comme Marie de Vigne. Et enfin, symbolique de la Marguerite, mesdames, qu'est-ce que nous faisions quand nous étions amoureuses, lorsque nous étions très jeunes? Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Pas du tout. Et je recommence parce que j'ai encore des pétales. Voilà. Eh bien, est-ce que ce n'est pas la question que s'est posée Marie? Est-ce qu'il m'aime, cet homme? Et est-ce que les enfants ne se sont pas aussi posé la question? Est-ce qu'ils aimaient notre mère ou pas? Voilà. Donc, Marguerite, et en plus, en psychogénéalogie, c'est souvent un prénom, quand on le retrouve, qui parle de viol, justement. C'est pas fini avec elle. Non seulement donc c'est la seule figure féminine, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'elle prend beaucoup de place quand même, hein? Elle est exubérante. Quand elle est dans la voiture et qu'elle commence à chanter son air, Tintin va trouver un moyen de se carapater parce que c'est insoutenable. Mais elle prend toute la place. Quand on n'a pas de lignée de filiation, on essaye de prendre toute la place parce qu'on a un souci de place, justement. Elle est confuse dans ses interventions, elle répond toujours à côté, et puis quand elle commence à jeter son dévolu sur Haddock, on voit sur la photo, elle est quand même un petit peu exubérante, effectivement. Mais ce qui est intéressant aussi, dans le dernier volet de la Castafiore, c'est qu'elle n'a jamais réussi à donner le nom de Haddock. Et vous comprenez bien ce que ça veut dire. Je suis avec un problème de filiation, je ne porte pas le nom de mon géniteur, donc je ne peux pas recevoir le nom de mon père. Donc, je l'ai fait exprès, hein. Bon, on va pas tout lire, mais vous êtes d'accord que rien que dans les bijoux de la Castafiore, elle va lui donner tous ces noms différents. Je ne sais pas s'il arrivait à s'y reconnaître, mais en tout cas, c'est pas Haddock. Bon, et donc, elle est vraiment la gardienne du secret. Notre capitaine Haddock. Alors là, on va vraiment rentrer dans le côté lourd du secret de famille. Haddock, au départ, si vous vous souvenez,
c'est un personnage violent, dépressif, alcoolique, malheureux. Voilà. Et quand on regarde, Haddock, c'est quoi? C'est un poisson, c'est l'aigle fin. Mais si on va un petit peu plus loin, c'est un escroc. C'est l'aigre fin. Et ce qui est intéressant à savoir, et vous allez le comprendre quand je vais aller un peu plus loin, à l'époque, peut-être que vous le savez, mais les Belges détestaient Louis XIV et lui donnaient comme surnom l'escroc. Bon, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc il apparaît la première fois dans Le Crabe aux pinces d'or. C'est un capitaine au long cours, lui c'est pareil, on ne l'a pas beaucoup vu sur les mers, à part quand il va aller sur l'île. Il va laisser son bateau à son second. C'est un bourru, impulsif, alcoolique, et bien sûr, on y reviendra, qui n'arrête pas d'insulter dès qu'on n'est pas d'accord avec lui ou qu'on lui fait quelque chose. Il va être reconnaissable, lui aussi, donc on est de nouveau dans les vêtements, avec donc sa casquette, sa pipe et son pull marin avec une ancre. Et une ancre, ça sert à quoi une ancre? À fixer les choses. Quand vous n'avez pas de famille, est-ce que vous croyez que vous avez un ancrage? Non. Donc cette ancre, à mon avis, elle n'est pas là par hasard. Il boit de l'alcool, du whisky, du vieux whisky. Bon. Il est le seul à posséder un passé qui le hante. Et, en effet, pendant 2 albums entiers, on va s'intéresser à l'histoire de son ancêtre qui s'appelait... Non, Archibald, c'est lui. Alors, c'est le complément charnel de Tintin, mais c'est aussi vraiment les aspects de Hergé. Eh bien, c'est François de Haddock. Et là, on se retrouve avec un personnage, si vous regardez bien, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à son descendant. La seule chose qui les différencie, c'est quoi? Les vêtements et le nom. Donc, on sait qu'il a un ancêtre qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été légitime lui non plus. Et donc, dans les 2 albums qui vont suivre, eh bien, on va partir, Tintin et lui vont partir à la découverte pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui était l'ancêtre illustre, et on va voir qu'il va y avoir là justement, on va le voir tout de suite, il va y avoir donc la caravelle qui va être trouvée sur le marché par Tintin et qu'il veut faire en cadeau à Haddock. Et cette caravelle, en définitive, elle va être derrière, je crois d'ailleurs, attendez, je reviens en arrière, on la voit là, hein, c'est elle qui va être un petit peu le clou de l'histoire. Voilà. Et donc, à l'intérieur donc, de la caravelle, dans le mât, il va y avoir un papyrus ou un parchemin où de là, on comprend bien que le chevalier François de Haddock va recevoir de la part du roi une propriété. François de Haddock est au service du roi Louis XIV. Donc, il est le fils bâtard de Louis XIV. Donc, vous comprenez bien que là, comme Hergé, il est le petit-fils d'un homme illustre. Il va découvrir, quand il va arriver sur l'île, que son ancêtre, lui aussi, jure. Ils ont les mêmes jurons, c'est quand même étonnant. Mais ce qui est intéressant dans les jurons, c'est qu'en réalité, ce sont des images. Moule à gaufre. C'est pas un juron, ça. On n'a jamais vu dans les jurons de Haddock un mot vulgaire. Donc, là, à travers ces jurons, Hergé a mis toute la hargne, tout le désespoir que peut avoir quelqu'un quand il n'a pas, finalement, les réponses qu'il attend. Et c'est intéressant parce que quand il va découvrir vraiment le secret de la filiation, Haddock va arrêter de boire, il va arrêter d'être dépressif et il va pratiquement arrêter de donner des jurons. Donc on voit bien qu'il y a un report de sa colère, de son désespoir, parce qu'il y a quelque chose qui le hante. J'ai parlé tout à l'heure de fantôme, c'est pas pour rien, parce que effectivement, quand quelque chose n'est pas dit, en souterrain,
dans les descendants, il vient nous réveiller, j'ajouterai juste un mot, à des dates clés, à des syndromes d'anniversaire, comme dit Anne Ancelin-Schutzenberger, c'est-à-dire qu'à des âges bien particuliers, c'est comme s'il y avait une horloge familiale qui se mettait en place en disant « Ah, attention, là, à cet âge-là, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en fais ?» Et là, souvent, eh bien, on peut dire que Haddock a été obligé d'aller chercher le secret de sa filiation. Voilà. Donc, j'ai mis quelques exemples, ectoplasme, renégat, ectoplasme, tout ça, ce sont des mots qui ont une valeur. Et en fin de compte, Alexis et Léon ont dû passer leur vie à avoir des mots gentils comme bâtard, et peut-être d'autres que je ne connais pas, mais en tout cas, à partir du moment où il y a un secret de filiation et que les vêtements, justement, montrent qu'il y a une différence entre leur caste et leurs vêtements, je pense que les enfants n'ont pas dû leur faire de cadeaux. Comme je viens de le dire, Tintin découvre un modèle réduit qui porte le nom de la licorne. Il va révéler qu'effectivement, il y a un secret et il va y avoir un texte énigmatique qui va leur demander de partir à la recherche des informations. Et là, vous avez parlé d'un personnage important. Effectivement, il va y avoir Rackham le Rouge, qui va être finalement quelqu'un à qui il va voler un trésor. Mais là, ce qui est intéressant, là aussi, c'est que, donc on est d'accord, François de Haddock est au service du roi Louis XIV. On a vu qu'il avait déjà reçu une propriété, la propriété de Moulinsart. Mais ce qui va être intéressant, c'est de s'apercevoir que, au lieu de rendre le trésor, il va le garder. Et l'autre, il lui dit, il y a là de quoi payer 10 fois la rançon du roi. Et là, on se dit, pourquoi, alors qu'il a déjà reçu quand même de l'argent et un titre de propriété, pourquoi cet homme ne va pas donner la rançon au roi qui est son dû ? Tout simplement parce que ne pas avoir la légitimité, ne pas être reconnu en tant qu'enfant, ça n'a pas de prix. On peut vous donner tout l'argent que vous voulez, à partir du moment où vous n'êtes pas reconnu, où il y a un secret de filiation, il n'y a rien qui peut, compenser cette absence de reconnaissance. Et donc, pour François de Haddock, c'était certainement un dédommagement qu'il a voulu et qu'il a reçu. Le symbole d'un trésor, c'est quelque chose de précieux, que l'on amasse, que l'on cache, mais aussi que l'on peut découvrir. Qu'y a-t-il de plus précieux, honnêtement, que le secret de sa filiation ? Le petit garçon qui était Hergé devait rêver de cette lignée, et certainement que son père, comme je le disais au début de la conférence, qui était dépressif, a vécu avec cette ombre, avec ce secret douloureux, toute son existence. Le parchemin va être trouvé dans les fondations du château de Moulinsart. Et le symbolisme des fondations, c'est quand on construit sur quelque chose de solide. Est-ce qu'on construit quelque chose de solide sur des secrets de famille ? Certainement pas. Et n'oublions pas que nous disons que nous fondons un foyer. Donc vous voyez, il y a quand même tout ce qui tourne autour de cette légitimité qui a donc manqué à Hergé. Dernier point, avant de passer à Tournesol, l'identité du roi ne va pratiquement jamais être nommée. En revanche, Hergé a réussi le tour de force d'utiliser les 3 lettres K-A-R qu'il va distiller dans la plupart des noms de ces personnages. Le plus évident, c'est Ottokar. Mais pour ceux qui connaissent Tintin et qui ont les albums, vous irez chercher le nom du bateau, il y a la lettre K-A-R. Dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, des fameux noms que lui donne la Castafiore, il y a des moments où on retrouve donc cette sonorité K-A-R qui veut dire roi. Donc c'est par ce biais-là qu'il a, là encore, montré qu'il y avait une filiation avec une lignée royale. Donc, elle se retrouve la plupart du temps dans les noms inventés par Hergé. Ça, je vous l'ai dit, donc il ne boit plus, il sort de la dépression, donc il y a un véritable changement le jour où on découvre le secret qui a été, retenu pendant plusieurs générations.
Qui est le vrai propriétaire de Moulinsart, d'après vous? Est-ce que c'est au départ Haddock? Non, c'est le professeur Tournesol, on va voir comment, mais c'est le professeur Tournesol qui va être le propriétaire, c'est lui qui va acheter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, dans les dernières BD, il forme une famille avec Tintin, Milou, Haddock, Tournesol et la Castafiore. Donc, en définitive, il a réussi à créer sa propre famille, Hergé. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'avait pas du tout envie qu'après, on puisse, je dirais, continuer, parce que ça n'avait plus de sens. Alors, on va terminer avec le professeur Tournesol, qui veut dire quand même la fleur de la tournesol. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers le soleil. Et le soleil, c'est l'or. Donc, c'est la lignée encore riche. C'est un solitaire, c'est un distrait, mais surtout, il est sourd. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de ne pas vous avoir dit la vérité si vous ne l'entendez pas. En revanche, à un moment donné, il va y avoir là aussi des stades. Au début, il est complètement sourd, donc on peut bien lui dire « il n'entend rien », mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter de mettre un appareil qui va amplifier le son. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir peut-être commencer à entendre quelque chose, et lui aussi, à la fin, il ne sera plus sourd du tout. D'ailleurs, le capitaine Haddock va le dire « mais c'est pas possible, il est guéri !» Ben oui, à partir du moment où la filiation est enfin dévoilée, je peux entendre. Et là encore, il incarne l'enfant docile qui ne remet pas en question ses parents, même si quelque part, il lui cache ce qui est le plus important, c'est-à-dire la filiation. Haddock, c'est un chercheur scientifique, mais si vous vous souvenez là aussi, il ne fait jamais des recherches intéressantes. La seule recherche qui va devenir vraiment intéressante, c'est son sous-marin miniature qu'il va vendre, et c'est grâce à cet argent qu'il va pouvoir acheter le moulin, le château de Moulinsart. L'affaire Tournesol se passe à Genève, et il était tellement précis qu'à un moment donné, Haddock va acheter l'Écho illustré, qui était un journal hebdomadaire où on avait donc les aventures de Tintin. Et donc, il a publié ça le 16 juillet 1975. 55, oh, décidément. Bon. Voilà nos personnages. Je pense que vous voyez la famille de Tintin d'une manière totalement différente. 3 générations, je vous ai dit tout à l'heure. La première génération, c'est la Castafiore, qui représente Marguerite, mais qui présente Marie. C'est elle qui est séduite ou abandonnée, violée ou consentante, on ne sait pas, mais en tout cas, dans la Castafiore, c'est une mère abusive. On a tendance à un peu la fuir, elle est un peu envahissante. Deuxième génération, c'est les Dupont et Dupont. Eux, ce sont des jumeaux, mais ils ne portent pas le même patronyme. Donc, ils confondent le mot et la chose. Et la troisième génération, ça va être Tintin, Haddock et Tournesol. 3 facettes de Hergé face au secret. Le premier, Tintin, je vous ai dit, c'est un nom, un prénom, un nom de famille, on ne sait pas. Donc, il y a une absence d'origine familiale, on ne sait pas d'où il vient. Deuxième, Haddock, filiation secrète, avec donc, comme on l'a vu, une lignée royale qui va être comprise à la fin du trésor de Rackham le Rouge. Et enfin, le troisième, surdité qui protège des non-dits. Alors, juste un petit mot sur la psychogénéalogie quand même, pour que vous compreniez un peu d'où vient tout ça, tout ce travail de décryptage. En définitive, donc, Anne Ancelin-Schussenberger a été l'une des premières. Je ne dis pas que c'est la seule, il y a eu des Américains, il y a eu d'autres personnalités, mais en tout cas en France, c'est elle qui a fait connaître la psychogénéalogie puisqu'elle a enseigné à l'université de Nice. La psychogénéalogie, c'est de la systémique, c'est de la psychologie sociale, c'est de la psychanalyse et c'est de la psychologie tout court. C'est quoi? C'est le fait de comprendre qu'un trauma qui a été vécu, donc vous avez compris maintenant, en amont, chez les ascendants, va avoir un impact sur les descendants tout simplement parce qu'il n'a pas été symbolisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas été vécu au niveau des émotions.
Si Marie de Vigne avait pu expliquer à ses fils l'histoire qu'elle a vécue, c'est-à-dire cet homme qu'elle a aimé, qu'il a peut-être abandonné, mais ils avaient quand même un père de lignée noble, il n'y aurait pas eu besoin. Il n'y avait pas de non-dit, il n'y avait pas de secret de famille. Donc, il n'y avait pas besoin de symboliser. Et donc, le travail du psychogénéalogiste, ça va être de remonter les informations pour essayer de comprendre quelle est la souffrance, la honte qui a été vécue dans une famille et qui va se répercuter, qui va se répéter sur quelqu'un au niveau de la descendance. Alors, en 2 mots, ça peut être la place. Est-ce que c'est le numéro 1 ? Est-ce que mon arrière-grand-père était comme mon père numéro 1, etc. La place est importante, les prénoms sont importants. Est-ce que je porte les prénoms de quelqu'un de ma famille ? Si je porte les prénoms de quelqu'un de ma famille, ça veut dire que je peux avoir un programme identique, à savoir. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça peut être des pistes. On travaille, la psychogénéalogie travaille avec le génogramme. Alors vous avez des gens qui vous disent « Oui, mais moi j'ai dessiné mon arbre généalogique ». L'arbre généalogique, c'est votre mémoire factuelle, c'est-à-dire que vous allez à la mairie, vous demandez des actes civils, ça sert bien évidemment pour avoir des pièces réelles, mais ce n'est pas avec ça que vous montez un génogramme. Le génogramme, c'est quelque chose que vous allez dessiner de tête, et c'est là où on va pouvoir justement aller vers ce qu'on appelle la mémoire en creux. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous allez mettre par exemple votre grand-mère à la place du grand-père parce qu'il y a des codes. Le père est d'un côté, la mère est de l'autre, et tout d'un coup vous allez inverser. Vous savez très bien que votre grand-mère n'était pas un homme, mais vous allez inverser. Là, le psychogénéalogiste va dire, tiens, est-ce que la grand-mère ne portait pas la culotte ? Est-ce qu'elle n'avait pas l'obligation de porter, je dirais, le poids de la famille, etc. Donc ça va être un jeu de pistes, ça va être une enquête policière. Et je dirais que qu'est-ce qu'a fait Tintin et les Dupont, ils ont fait des enquêtes policières pendant tous les albums. Donc c'est bien une enquête que l'on fait quand on fait de la psychogénéalogie. Donc c'est là où on va voir par des filiations qui ne vont pas être mises correctement, des oublis. Je vous jure qu'il y a des gens qui vont oublier le prénom de leur grand-mère. Ils l'ont connu. Eh bien, tout d'un coup, l'inconscient familial se met en mouvement. Et là, à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que c'était bien la bonne grand-mère ? Je ne vous dis pas que ça va être la réponse, mais en tout cas, on va demander à la personne de faire des recherches, de voir si ça résonne en elle, sur le plan émotionnel. Un secret, donc, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas dit. C'est donc tu. Il est transmis par l'inconscient familial. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence, c'est que l'inconscient familial, il est hyper puissant. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Oui, mais moi, je n'ai pas connu mon grand-père. » Oui, mais votre inconscient, lui, il connaît les informations. Donc, rassurez-vous, à un moment donné, grâce à des outils, le génogramme en est un, mais il y en a d'autres, eh bien, on va trouver les informations. Et on va remonter le fil de telle manière à comprendre qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui a fait souffrance, de telle manière à non pas juger vos ancêtres, on n'est pas là pour ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient, mais au moins d'éclairer leur souffrance et de leur redonner une véritable place, et peut-être de l'amour et du pardon. Alors, je donne un dernier exemple sur un mariage arrangé d'un ancêtre. C'était très à la mode à une époque, c'est-à-dire, voilà, je n'aimais pas cet homme, mais on m'a obligé, tout simplement parce que sur le plan financier, eh ben, ils avaient des terres qui arrangeaient bien la famille. Eh bien, le message légué est clair, c'est que l'amour n'a rien à faire dans une histoire de mariage. Par contre, l'argent, les terres, ça c'est important. Eh bien, à un moment donné, dans une des générations, ça peut être la vôtre, mais ça peut être la suivante, eh bien, on aura du mal à trouver l'amour. Parce que justement, cette notion de confort matériel et de sécurité va prendre le pas sur l'amour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les générations passent, et plus le poids est lourd, et plus c'est difficile, bien évidemment, de s'en dépêtrer. Avez-vous des questions ?